Le sport, vous le regardez à la télé, vous allez le voir dans les stades et vous le pratiquez peut-être. Il fait vibrer les foules, déchaîne les discussions et les passions. Qu'il soit amateur ou professionnel, il est porté par des hommes et des femmes impliqués qui œuvrent à son organisation, son développement et sa visibilité. Le SG Sport a décidé d'aller à leur rencontre pour qu'ils vous partagent leur histoire et leur monde vu de l'intérieur et des coulisses. Ce podcast est réalisé par l'ESG Sport, l'école de commerce du sport business, pour ses étudiants et bien au-delà, pour tous les passionnés du sport. Bonjour Maëlle, qu'est-ce que tu fais ici ? Bonjour, je suis venue rendre visite aux élèves de l'ESG Sport. Super. Bonjour, moi je m'appelle Flavie. On est ravis de te recevoir pour le podcast de l'ESG Sport. On a quelques questions pour toi. Et du coup, on va commencer en posant un petit portrait chinois qui va permettre de faire plus connaissance. Tout d'abord, quel est ton artiste musical préféré ? Mon artiste musical préféré, très bonne question. Qui est-ce que j'écoute en ce moment ? Je dirais Ozuna. La question qui suit, c'est quel est ton film préféré ? Alors, c'est pas un film à proprement parler, mais Kung Fu Panda. Génial. Ouais, vous serez étonné de toute la sagesse qu'il y a derrière ce dessin animé. Je vais à méditer. Quel est le sportif qui t'a le plus inspiré ? Oh, il y en a tellement, mais si je dois en choisir un, Kobe Bryant. Tu peux nous dire un peu pourquoi ? Mamba Mentality. Ouais. C'est une personne qui, paix à son âme, malgré le fait qu'il soit plus présent parmi nous, il reste quand même très présent de par déjà la carrière qu'il a eue. Elle a été quand même assez exceptionnelle. Il a posé les bases, comme on dit, et par la suite, il a créé une legacy par l'enseignement qu'il a transmis à la jeunesse, aux jeunes femmes aussi notamment. On voit l'exemple avec sa fille aussi qui nous a quittés malheureusement, et les écoles qu'il a montées et toutes les valeurs qu'il a transmises et qui continue de transmettre. Ça transcende sa personne et il a laissé un impact très très fort dans le monde du sport. Exactement. Ouais. Le plus important lors de la préparation à un événement pour toi ? C'est toute la phase d'entraînement finalement. C'est le processus qui nous amène à la compétition. Quand on s'est bien préparé, dans toutes les conditions possibles et imaginables, qu'on soit malade, à moitié, prêt ou fatigué ou quoi au caisse, c'est de réussir à toujours pousser les limites au possible sans aller vers la blessure et de dire que j'ai donné à 100% ce jour-là et que j'ai réussi à être un peu meilleur que hier et un peu moins bien que demain. Surya Bonaly ou Kim Yuna ? Oh, mais c'est quel genre de question ça ? Joker ? Ouais, tu peux, t'as le droit. Alors, danse ou gymnastique ? Danse quand même. Même si gymnastique, j'aime beaucoup, mais je suis madame danse. Même quand il n'y a pas de musique, je danse. Dans le noir, je danse. Dans mon lit, dans la douche, partout, je danse. Donc danse. Danse. Hiver ou été ? Ah, été. Oui. Là, pour le coup, il y avait pas de doute. Et... Non, alors parce que je sais que je fais un sport d'hiver, mais ça peut paraître surprenant, je n'aime pas le froid. Voilà, c'est dit. Ouais. Donc l'été. C'est peut-être pour ça te permet d'aller plus vite, tu veux esquiver le froid, c'est ça l'idée ? En fait, je sais que si je faisais un sport d'été, je suis une personne qui transpire beaucoup. Alors que quand je suis à la patinoire, ça contrebalance. C'est nickel. Bon, parfait. Tu vois, comme quoi, des fois, choisir un sport, c'est quand même simple. Exactement. Maë ou Bérénice ? Maë et Bérénice. Impeccable. Floride ou Paris ? Alors, Floride à Paris ? Les deux. Qu'est-ce que t'aimes en Floride et qu'est-ce que t'aimes à Paris ? Alors, en Floride, le temps. Juste de manière générale, l'ambiance qu'il y a en Floride, je sais pas comment vous dire, mais je me sens remplie d'énergie quand je suis là-bas, parce qu'il y a beaucoup de soleil, donc même quand c'est des jours un peu plus compliqués, le soleil, la plage, ça te met de bonne humeur, t'es là, pas de souci, j'ai l'impression d'être en vacances toute l'année. Et Paris, la culture, la nourriture, l'art, ma famille, les amis, c'est toute ma jeunesse, c'est toute ma vie, donc il y a une attache pour les deux. Ok.
Tu parlais tout à l'heure de danse beaucoup. T'es plus soul ou funk? Je dirais plus soul, ouais. Ah, ok. Soul, ouais, soul. Soul. Ouais, que tu peux pas t'empêcher de bouger. Ça, je suis là tout le temps, tu vois. Il n'y a pas de musique pourtant. Ouais, c'est vrai. Ça illustre pas mal ton propos sur la question d'avant. Patinage individuel ou patinage en couple? Individuel. Parce que patinage en couple, il faut avoir une réelle confiance en son partenaire, chose que je n'ai pas. Et faut aussi gérer le caractère de l'autre. Et déjà, me gérer moi-même, c'est compliqué. Avoir à gérer en plus quelqu'un d'autre, faut le vouloir. Et c'est pas quelque chose que je veux. Ouais, bien sûr. Ouais, il y a une dimension aussi de trouver le partenaire idéal et Ça. puis d'arriver à collaborer avec lui, à la fois physiquement, mentalement. C'est ça. Chorégraphiquement aussi. Il faut trouver une harmonie. Et Exactement. j'imagine que c'est pas évident. Ça se construit. Bah, après, c'est comme une relation, finalement, ça se construit. Et puis, il faut avoir aussi les dispositions. Et moi, je suis assez lourde quand même comme personne et grande pour le patinage. Je sais que je suis pas si grande, je fais 1m68, mais pour le patinage. Et du coup, pour que je trouve un partenaire qui puisse m'accompagner, ce serait très compliqué. Ou quelqu'un de très petit pour que tu puisses toi le porter, lui faire des... Aussi, c'est une possibilité, effectivement. J'avais pas pensé à ça. Bon, c'est la fin de ce petit portrait échelon. On va parler en 3 parties du coup de ce podcast comme on le fait habituellement. La première question, c'est de parler du passé. Okay. Voilà, comment t'es arrivé à ça. Puis après, on enchaînera sur ton actualité. Okay. Et après, on essaiera d'avoir une vision un peu... Le futur. Ouais, le futur, un peu l'avenir. Ça marche. Quels sont les enjeux à court, moyen et un peu plus long terme. Ce qui nous intéresse, nous, à l'ESG Sport et moi comme directeur, c'est de permettre aux étudiants de prendre conscience des transitions que vit un sportif de haut niveau. Oh là. Parce que c'est à ce moment-là où les futurs cadres du sport business, les étudiants de l'ESG Sport, quand ils seront diplômés, pourront interagir pour les accompagner, pour leur permettre de faire des choix qui sont les plus judicieux possibles dans leur après-carrière. Okay. Donc en fait, c'est ça un petit peu le montage. Ok. Première question, du coup, est-ce que tu peux te présenter? Alors, bonjour, je m'appelle Maë-Bérénice Meïté, j'ai 29 ans, je suis membre de l'équipe de France de patinage artistique. J'ai participé à 2 Jeux Olympiques, Sochi 2014, Pyeongchang 2018. J'ai participé à 10 championnats d'Europe, 5 ou 6 championnats du monde. J'étais porte-drapeau de la délégation française lors de l'Universiade d'hiver 2019, vice-championne du monde universitaire. J'ai eu plusieurs médailles internationales, j'ai participé à plusieurs étapes de Grand Prix. Et en parallèle de tout ça, j'ai fait un double projet et j'ai obtenu en juin 2021 mon master en management et marketing avec une spécialité dans le développement d'entreprise. Voilà. Félicitations. Merci. Premières expériences sportives. Alors mes premières expériences sportives, j'ai mis les pieds sur la glace pour la première fois à l'âge de 5 ans. J'y suis allée avec l'école maternelle, ça m'a bien plu. Et mes parents voulaient que je fasse un sport parce que je suis une hyperactive de nature. Et ils ont dit, OK, on va t'épuiser un petit peu. Choisis ton sport. Donc j'ai choisi le patinage parce que dans ma ville, on a la chance d'avoir une patinoire. Ça les a surpris, mais ils se sont dit, bon, allez, au bout de 3 mois, elle va avoir froid, elle va arrêter. 24 ans après, on y est encore. Donc ils sont un peu fourvoyés, mais j'y ai trouvé ma passion. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans le monde du sport. J'ai aussi fait un peu de cross à l'école parce qu'il y avait des épreuves sportives. J'ai fait de la danse classique, de la danse moderne, de la danse de salon, de la GRS. Ça c'est tout au long des débuts de ma carrière sportive. Et mes premiers pas en compétition, ça a été peut-être à l'âge de 7-8 ans. J'ai fait mes premières compétitions régionales, si je dis pas de bêtises. Et ça s'est plutôt bien passé. Et puis à partir de là, on a enchaîné, on a évolué, on a gravi les échelons, départemental, national, puis international. À l'âge de 12 ans, j'ai fait ma première compétition internationale. Bon parcours. Merci. Comment ça se passait à l'école? Tu peux nous parler un petit peu de la petite Maë-Bérénice qui allait avec son cartable avant d'aller à la patinoire à l'école? Déjà, j'ai fait un cursus à horaire aménagé, presque tout le long de ma scolarité. J'ai commencé à partir du CE1 en école horaire aménagé. Et je suis une personne très studieuse. J'adore aller à l'école. Si ça ne tenait qu'à moi, je serais encore à l'école aujourd'hui, mais j'ai pris une petite pause quand même. Après un master, il faut arrêter. À un moment, il faut se mettre à travailler, non? Oui, c'est vrai. Ça aide, accessoirement. Mais en fait, il y a tellement de choses à apprendre encore. Et au plus j'évolue, au plus je vois qu'il y a des choses qui me passionnent et qui me fascinent. Et j'aimerais bien encore approfondir mes connaissances pour pouvoir ensuite les partager et créer quelque chose de mieux, de plus évolué, de plus avancé pour les générations à venir et les générations présentes.
Mais ouais, j'étais une enfant studieuse qui adorait travailler, qui adorait aller à l'école, qui avait horreur des mauvaises notes. Donc dès que j'avais en dessous de 15, j'étais pas contente. Et j'avais surtout des bons exemples à la maison parce que ma mère, elle a un master, elle est ingénieure informatique, et mon père, il a fait de la biochimie. Donc le standard était très élevé et j'ai compris qu'il fallait que je m'accroche quand même. Allez bosser. Voilà. Pour revenir sur maintenant, comment t'es venue l'idée de pratiquer le patinage artistique? C'est pas forcément un sport très commun. Non, effectivement. C'est uniquement parce qu'il y a une patinoire dans ta ville? Raconte-nous un petit peu, c'est le fruit du hasard? T'avais peut-être des personnes qui t'influençaient déjà à l'époque? Bah en fait, c'est le fruit du hasard et je pense que c'est le patinage qui m'a choisi, entre guillemets, parce que j'y suis vraiment allée avec l'école. On a des activités post-école où on pouvait découvrir des sports. Donc, on allait au gymnase, à la natation et à la patinoire. Et ça m'a plu. Juste le fait d'être libre sur la glace, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir tomber, me relever, patiner vite, c'était cool. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé la sensation. Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est même pas que j'ai été inspirée par une patineuse que j'ai pu voir ou quoi. C'est vraiment cette sensation de liberté que je ressens sur la glace, de pouvoir m'exprimer librement. Ça m'a convaincue. J'ai réussi à convaincre mes parents. Et on y est. Tu sais, c'est pas évident pour tout le monde qu'on comprenne la différence entre comment ça se déroule l'arrivée à la compétition dans ce sport, puisque il y a une vraie différence aujourd'hui entre le patin loisir et l'aspect compétition. Comment on arrive à la compétition? Comment être détecté comme haut potentiel dans ce sport? Tu peux nous en parler un peu de ce processus? Bien sûr. Donc du coup, ça commence avec des cours collectifs, mais ça c'est plus la méthode européenne que la méthode nord-américaine, qu'on soit amateur ou en plus professionnel. Et du coup, c'est très progressif. Donc on va passer des tests en interne. Donc au début, on a les glaçons, des tests un peu plus avancés. Et il y aura ce groupe. Le glaçon, c'est un... Le glaçon, c'est un test. Ouais, c'est ça. C'est comme les flocons au ski. Ouais, les étoiles, voilà. première étoile, exactement. deuxième étoile. Et ben nous, c'est les glaçons. Okay. Et au fur et à mesure, donc au plus on a de glaçons, au plus on va augmenter de catégorie. Donc on peut changer de groupe d'entraînement. Donc au lieu de 2 heures par semaine, par exemple, on va passer à 3 heures par semaine ou 4 heures par semaine. Et les coachs vont nous détecter, vont nous mettre dans des groupes de détection. Ils vont voir un peu nos capacités, ils vont se dire, OK, il y a vraiment du potentiel. Bah, nous, on voudrait que tu passes, par exemple, à l'école de glace. Et l'école de glace, c'est vraiment le moment où il y a un switch dans ton taux horaire d'entraînement. Donc, on va passer de quelques heures par semaine à tous les jours. Donc, quand j'étais plus jeune, je m'entraînais tous les matins, de 7h30 jusqu'à 11h. Et l'après-midi, j'allais à l'école. Et ça, c'est le rythme de l'école de glace. Et en plus de ça, après, je faisais des activités annexes. C'est ma mère qui m'y a mise. Donc, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est des choses qui m'ont beaucoup aidé pour créer les fondamentaux dont j'avais besoin pour atteindre cette sphère de haute performance. Mais je dirais que l'évolution du loisir au haut niveau, c'est assez progressif. Et ça dépend aussi beaucoup des coachs qui vont, eux, permettre le chemin de détection vers cette haute performance. Alors puis tout à l'heure, tu nous parles sans nous parler énormément de tes parents. Ouais. La prochaine question, c'est comment tes proches t'ont accompagné dans ton parcours de sportif? Je sens que là, il y a du lourd un petit peu, Ouais. parce que je sens de l'émotion quand tu parles de papa, maman, Ouais. etc. Tu peux nous en parler un peu de ce cocon familial qui a été nécessaire à la performance, j'imagine? Tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Mes parents, c'est la clé de ma réussite concrètement. Ils ont fait des sacrifices, que ce soit en temps, en énergie, financier, stratégique, en tout. Ils ont fait des sacrifices qui m'ont permis d'atteindre le niveau que j'ai atteint aujourd'hui. Je suis enfant unique, donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là, parce que du coup, ils ont vraiment tout investi en moi. Je parle des vacances, par exemple, les grandes vacances. D'habitude, c'est le moment où on retrouve sa famille, on va peut-être, ils auraient pu retourner chez eux dans leur pays d'origine, et ils ont préféré investir dans ma carrière sportive et m'emmener faire des stages à Montpellier, puis à l'international, pour que je puisse progresser chaque année et revenir sur la scène et avoir un niveau compétitif qui soit, qui puisse pousser la catégorie féminine vers le haut. Quand j'allais à l'école dans Paris et qu'au début je devais aller à l'école le matin et patiner l'après-midi, ma mère elle a décidé d'aller travailler le soir pour que le matin elle puisse m'accompagner à l'école. Des fois elle dormait devant l'école, m'attendre pour me raccompagner, et l'après-midi c'est mon père qui prenait le relais. Donc ils ont organisé leur vie en fonction de mes besoins de sportif de haut niveau.
Ils m'ont toujours accompagné sur les compétitions. J'ai jamais été seule. Ils ont toujours tout financé. Et avec là, maintenant, j'ai un regard d'adulte et je me dis, mais ça coûte pas 1 € ni 10 € quand même. Et ils ont toujours fait en sorte que j'ai toujours eu ce dont j'ai besoin, que ce soit les patins, que ce soit des costumes qui soient magnifiques, que ce soit l'hôtel pour pouvoir aller en compétition, parce que les compétitions, elles durent pas juste une journée, c'est sur plusieurs journées, surtout si on a des entraînements. Donc, il faut payer le transport, faut s'y rendre, les hôtels. Ils ont toujours été là. Ils m'ont toujours soutenu dans les hauts et surtout dans les bas. Et ça, c'est très important. Ouais, c'est là que je veux pousser la conversation parce que là, tu nous parles dans la fondation de la sportive de haut niveau que tu es devenue. Aujourd'hui, on parlera peut-être un peu plus tard peut-être de pépins physiques que tu as pu avoir, etc. Ce cocon, t'a permis de te remettre en selle plus rapidement. Ça a été, tu peux nous en parler un peu de ça? Bien sûr, ça m'a permis de me remettre en selle tout court, de me retrouver à un moment où j'étais perdue, parce qu'en tant qu'athlète de niveau, surtout dans un sport où la maturité elle est précoce, on nous demande de devenir adulte très vite, mais on nous donne pas forcément toutes les clés de la vie d'adulte. Et quand on rencontre des soucis physiques, par exemple, ou qu'on comprend ce que c'est que réellement la vie, le réveil, il est assez brutal. Et c'est vrai que ça fait du bien de savoir qu'on a ce cocon, cette safe place, où on peut retrouver des gens qui nous aiment pour qui nous sommes, fondamentalement, la personne. Peu importe le podium, peu importe le résultat. Exactement. Et ça, je sais que c'est pas tout le monde qui bénéficie d'un entourage comme ça et que j'ai la chance et l'honneur d'être entourée par des parents, mais aussi des amis qui me supportent depuis des années et des années. Ils ont pas juste commencé hier parce qu'ils ont vu les titres. Ils connaissent Tamae qui a commencé à 5 ans et qui avait avec sa coiffure comme ça à soleil sur la patinoire et ils ont continué de me suivre tout au long de mon parcours et c'est vrai que ça fait du bien surtout quand ça va mal. Ouais, c'est assez dingue, c'est un peu le leitmotiv du sportif, c'est-à-dire que nous, dans le podcast de l'ESG Sport, on a plusieurs sportifs qu'on interviewe. Il y a un point commun systématique, c'est l'entourage. Ouais. Alors, c'est ça aussi que tu nous dis là. Ah, il faut avoir un bon entourage parce que des fois, même les gens les plus proches de nous n'ont pas forcément les meilleures intentions pour nous, donc il faut avoir ce discernement. Et des fois, on va trouver la force déjà en nous-mêmes parce que personne ne va croire en notre projet. Il y a des personnes pour qui ça arrive malheureusement. Et après, il faut savoir aussi s'entourer des bonnes personnes dans le management, dans la préparation physique, mentale, enfin, dans tous les aspects attenant à notre sport qui nous permettront d'atteindre la sphère de haute performance. Et ça, je suis une fervente avocate de ça, savoir s'entourer et développer son œil pour ça, parce que ça peut faire ou détruire une carrière. Ok. Du coup, là, on a fait un peu le focus sur comment tu en es arrivé là, hein, le passé. On va switcher sur le présent parce que t'as énormément d'actualités. J'ai envie de te poser plein de questions sur tes partenaires, sur tout ça, mais on va y venir. Tu peux nous parler un petit peu actuellement de tes actualités sportives et professionnelles? Alors, en termes d'actualité sportive, je suis en pleine rééducation en ce moment parce que j'ai eu plusieurs soucis sportifs, dont un majeur qui s'est passé en 2021. Et à la suite de ça, j'ai eu un œdème osseux au genou gauche et j'ai plus 19 ans. Donc Tu es une vieille personne maintenant, voilà, c'est ça que t'es en train de dire. Je suis une vieille personne dans le monde du patinage, écoutez, avec beaucoup d'expérience. Ouais. Et du coup, je veux repartir pour les Jeux de 2026. Et pour ça, j'ai besoin d'avoir un corps de haute performance qui soit prêt à 100%. Et je veux prendre le temps de me soigner, de revenir en pleine forme, parce que je sais que la concurrence, elle est rude et qu'il faut que je sois top-notch. Donc là, je repasse, on va dire que je passe au garage. Là, ma rééducation, c'est repasser au garage pour soigner toutes les petites lésions, les petites blessures, les petits trucs les dysfonctionnements, pour préparer la saison qui arrive dans les meilleures conditions possibles et pour revenir à 2 milliards de %. Ça, c'est la partie sportive. Et pour la partie professionnelle, j'ai rejoint il y a 2 semaines le programme qui a été lancé par la Banque Palatine, c'est le Palatine Women Project. Et pendant 9 mois, je vais être mentorée, accompagnée et suivie par un groupe d'experts de la Banque Palatine pour développer mon projet professionnel qui consiste à créer une plateforme numérique
qui va être basé sur les besoins fondamentaux des athlètes et qui va leur permettre d'atteindre la sphère de haute performance. Donc, voilà. Du coup, pour revenir sur tes blessures, quelle est ta préparation mentale pour revenir au top? Pour revenir au top, je pense que c'est un mélange de mes expériences passées et de ce que je souhaite accomplir par la suite. J'étais déjà très accompagnée aussi. J'ai travaillé avec une sophrologue, j'ai un préparateur mental. Donc du coup, j'avais des fondamentaux qui m'ont permis de gérer ça avec zéro stress, vraiment. Quand je me suis blessée, au début, bon, forcément, t'as l'émotion parce que tu dis, OK, je suis au championnat du monde, je viens pour la qualification olympique. Et non. Et après, je pense que ma croyance aussi, le fait que je sois très croyante, je savais que j'allais revenir, même si personne n'y croyait. Moi, j'y croyais. Et j'ai dit, il y a un Dieu, donc il sait pourquoi il a fait les choses, il fallait peut-être m'arrêter à ce moment-là. Et quand je regarde comment tout s'est déroulé, effectivement, il fallait que je m'arrête à ce moment-là. Et je savais que j'allais revenir. Je pense que c'est pas quelque chose que tu crées, c'est quelque chose qui est un peu inné. Et je me suis juste dit, ça va être une question de temps. Donc il faut que je sois patiente, que je prenne mon mal en patience et que je prenne le temps surtout de bien me soigner pour revenir à 2000%. Et c'est ce que j'ai fait. Ouais, c'est intéressant, pareil, c'est un élément très clair, la spiritualité comme arme de préparation mentale pour sportifs. Ouais. T'en parles librement, c'est parfois certains relèvent que c'est quelque chose d'assez intime, ils veulent pas le partager. Mais c'est vrai que c'est aussi un point commun à beaucoup de sportifs et merci de nous partager ça. C'est important de prendre conscience de tout ce qui enveloppe aujourd'hui l'athlète. Il y a un point moi qui m'importe parce que en préparant cette interview, j'ai été complètement, je connais pas le monde du patin à outre mesure, néanmoins j'ai été complètement subjugué par le prix et le coût astronomique des costumes. Mm-hmm. Tu peux nous en parler un peu de ça? Mon porte-monnaie pour vous en parler, oui. En fait, le patinage, c'est un sport qui coûte très très cher et c'est pour ça que c'est pas forcément le sport le plus accessible au monde. Parce que là, on parle des robes, mais en vrai, on parlait des patins déjà. Paire de patins, il faut acheter des lames et des bottes. Et le combiné des deux, c'est autour de 1500, 1800. Ouais, c'est pas pour tous les budgets. Hein. C'est ça. Après, il y a on n'y pense pas, les collants. Ouais. Mais une paire de collants, c'est peut-être 10 €, 15 €. Mais sachant que dès que je le mets, je le trouve. Ouais, c'est une fois par entraînement. Voilà, ouais. Donc ça fait cher le collant. Ouais. Les tuniques, c'est pareil, c'est au minimum 1500 parce que c'est des costumes qui sont faits sur mesure. Après, on peut trouver des couturiers qui sont plus ou moins chers, bien évidemment, c'est comme dans tout. Mais pour moi, c'est important d'avoir de la bonne qualité. Donc, je me tourne vers des personnes avec qui j'ai collaboré déjà depuis des années, mais leur prix moyen, c'est 1500, 1800 parce que le prix aussi des matières premières, il augmente. Puis, il faut aussi que eux puissent se rémunérer. Donc, forcément, ça monte assez vite. Après, il y a le prix des stages. Les stages estivaux, c'est un stage de 3 semaines, ça peut monter facilement à entre 5 000 et 10 000 €. Après, il y a la saison d'entraînement. Je m'entraîne aux États-Unis et c'est pas du tout les mêmes prix qu'en France parce qu'il faut payer les heures de glace. Après, il faut payer le coach et ça fonctionne en cours individuel. Ouais, bien sûr. Et c'est pas les mêmes prix qu'en France. Donc, il y a tout ce budget-là à prendre en charge. Il y a les trajets, du coup, les billets d'avion qu'il faut payer, les prix des compétitions. Une compétition, on monte facilement à 2 000 € par compétition parce qu'il faut payer l'hôtel, le transport, la nourriture, Après, t'as les coachs mentaux, sophrologues, tu en parlais tout à l'heure. Exactement. On rajoute au budget. L'équipe, en fait, il y a un village derrière moi. Ouais. J'ai des équipes médicales en France, aux États-Unis, j'ai le sophrologue, coach mental, nutritionniste. On est tellement. Ok, donc au niveau du budget, d'accord. Donc comment tu finances tout ça? Alors on a compris, dans ton enfance, tes parents ont fait énormément de sacrifices. Ouais. Toi également, évidemment. Ouais. As-tu des partenaires qui t'accompagnent? Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Profites-en en fait de ce podcast, c'est une vitrine pour eux également. Ouais. En tout cas, effectivement, j'imagine que des partenaires t'accompagnent pour couvrir ces frais. Et puis toi, quels sont tes engagements vis-à-vis d'eux aussi, en termes, j'imagine, d'image, en termes de présence sur différents événements? Tu peux nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Donc, il y a Pierre Val qui m'accompagne, et ça, c'est mon partenaire financier majeur. Pierre Val, Val-de-Marne, si je dis pas de bêtises. Mmh. Et il y a aussi également beaucoup de partenaires qui m'apportent leurs ressources ou des services ou tout ce qu'ils peuvent en termes d'outils dont je vais avoir besoin.
Donc, je vais tout faire pour ne pas en oublier un seul. Donc, il y a déjà John Wilson qui m'offre mes lames. Il y a EDA Skates qui m'offre mes patins. Et sans eux, je ne pourrais pas patiner parce que j'utilise 2 paires de bottines par an. Je n'utilise pas qu'une seule. Je vous laisse faire le calcul. Il y a Telma qui m'accompagne et ça, c'est un produit un peu révolutionnaire d'ailleurs, qui j'espère sera utilisé par de plus en plus d'athlètes. Moi, ça m'aide notamment avec tout ce qui est décalage horaire, parce qu'on fait beaucoup de voyages, etc. Donc, quand on a du mal à s'endormir ou quoi, ce produit, il est... Alors, c'est quoi exactement? En fait, c'est une huile qui a été formulée spécialement pour remplir tous les codes antidopage, qui a des propriétés qui vont lutter contre tout ce qui est crampes musculaires, les bleus, les hématomes, etc. Mais de par sa composition, ça va aussi permettre d'aider avec tout ce qui est le stress, tout ce qui est l'endormissement. Donc, les personnes qui ont des problèmes à s'endormir, c'est top. Donc, c'est un peu mon outil multifonction. Donc, par exemple, pour nous, les athlètes féminines, on a nos règles. Bah, moi, personnellement, j'ai mal au ventre et quand je fais un programme de 4 minutes, après, en général, j'étais pliée en 2. Maintenant, j'utilise ce produit et je peux faire mes entraînements tranquillement. Donc, avant une compétition, il n'y a plus ce stress-là. Quand je voyage, qu'il y a 6 heures de décalage horaire, un petit coup de Telma sur mes poignets, tac, je frotte, je sens. C'est une huile essentielle, en fait, finalement. C'est une huile essentielle, mais qui a été vraiment la formulation, elle a été vraiment faite sur mesure. Ils ont passé 4 ans à faire la recherche. Donc, c'est pas juste une autre huile essentielle. C'est vraiment un truc qui a été, un produit qui a été pointilleux et bien travaillé. Pour athlètes, mais pas que. Enfin, monsieur et madame, tout le monde aussi peuvent l'utiliser. C'est ça qui est beau. Mais les athlètes ont la garantie que c'est un produit antidopage. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est la nature. Donc il y a Telma qui m'accompagne. Il y a Crew Up Freelance. C'est un groupe de freelance qui travaille sur la relation publique et qui m'aide avec mon image de marque, à être présente dans des médias, etc. Donc une aide incroyable aussi parce que en tant qu'athlète qui fait un sport où on n'a pas forcément d'agent, pouvoir bénéficier de cette visibilité par leur biais et de pouvoir créer cette connexion aussi avec les journalistes, les médias, c'est toujours bien et ça peut toujours servir pendant la carrière, mais aussi pour l'après-carrière. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Ok, il y a Earth. C'est une marque de vêtements sportswear premium française qui est toute jeune et toute montante et qui m'accompagne avec des habits pour ma préparation physique, etc. Chicksport, qui est une marque d'habits spécialement conçus pour le patinage, des habits premium, qui te permettent de t'entraîner en style. Et ça a été créé par une ancienne patineuse contre qui j'ai pu patiner, notamment lors des Jeux de 2014. Donc c'est cool de pouvoir la soutenir dans ce projet et de pouvoir en bénéficier au quotidien. Alors attends, est-ce que j'ai dit tout le monde? Je sais que j'ai pas dit tout le monde. Ce que j'adore sur le dernier exemple, c'est rendre compte qu'un concurrent peut devenir un allié. Exactement. Et en fait, tu vois, il y a une forme, il y a un message de résilience et d'acceptation et de respect de la compétition extrêmement fort derrière cet exemple. Et c'est un point qui, aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux et des grandes rivalités, du trash talk, parfois un peu trop exacerbé, un peu loin d'une identité morale précise, je dirais, et juste, c'est un beau message que tu dis, c'est qu'en fait ta rivale d'hier, c'est ta partenaire d'aujourd'hui, quoi. Bien sûr, et après on est rival sur le terrain. Oui, sur la glace, mais je suis sans pitié, je suis pas là pour te faire de cadeaux. J'ai travaillé pour, donc je vais tout donner. Mais en dehors, j'ai pas besoin de te marcher sur la tête. Au contraire, on a besoin de cette émulation positive pour s'emmener vers le haut, se dire ok, cette fois-ci t'as gagné, t'as fait ça, ok, j'ai vu, tac, je vais aller à l'entraînement, bam, je vais travailler. Et c'est ça qui est cool dans le sport et dans la vie en général. Je trouve que c'est sain quand il y a cette émulation-là et qu'on peut se dire, ok, sur le terrain, battlefield, il y a pas de quartier, mais en dehors, on peut aller, on va se prendre un verre, on va sortir, on va danser, c'est cool. Et on va danser encore, hein. Toujours, non mais toujours, il y a toujours la danse. Ouais. Tu veux nous rajouter un partenaire ou tu crois que t'as fait le tour? Eona, marque, ils font des huiles essentielles, des produits de massage, tout ce qui concerne la récupération, etc. Topissime. Compex aussi, ils m'accompagnent avec tout ce qui est électrostimulation, etc. Ce qui m'a beaucoup aidé, notamment après ma blessure. Et pour ça, je les remercie. Et si je vous ai oublié, I am so sorry. On fera un deuxième épisode. Le point qui m'intéresse désormais, c'est aussi de parler
ton engagement associatif. Moi, ça m'importe beaucoup comme directeur, comme tu le sais, avec le SG Sport, on travaille beaucoup à faire venir aussi des associations qui partagent les valeurs du sport, parce que le sport, c'est pas qu'un secteur d'activité, c'est énormément de valeurs, c'est des histoires de vie, c'est des témoignages. On en a un aujourd'hui avec toi qui est riche, mais aujourd'hui, ça nous importe beaucoup que les étudiants aient à l'esprit qu'il y a de l'éducation, de l'apprentissage, et que le sport est nécessaire pour créer en fait finalement un environnement beaucoup plus on parlait de justesse à l'instant, tu vois, oui, effectivement, de plus juste, de plus sain. Et ça m'apporte beaucoup que tu nous partages un petit peu, toi, ta démarche associative en tant que jeune femme. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Pour moi, c'est très important d'être impliqué de cette manière, du côté associatif, de pouvoir rendre à une communauté qui m'a beaucoup donné. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est, oui, certes, grâce au travail que j'ai pu mettre et à ce que mes parents ont investi, mais c'est aussi parce que la fédération a cru en moi un moment, parce qu'il y a ce public et ces gens qui nous regardent aussi, parce que les Jeux Olympiques, les plus grands événements sportifs, ils vivent grâce à toutes ces personnes-là qu'on peut inspirer, avec qui on peut partager notre passion, avec qui on partage un moment privilégié finalement. Pendant 4 minutes, je suis sur la glace, je vous transmets je sais pas, je vous emmène dans un monde que j'ai créé et vous me le rendez par tout l'amour que je peux recevoir et comment aussi moi je peux rendre à la communauté, à la société, comment je peux continuer d'inspirer, comment je peux transmettre aussi ce que j'ai appris, comment par le biais de mon histoire personnelle, je peux, je sais pas, vous inspirer, vous partager des leçons de vie, ou tout simplement donner de mon temps. C'est bien d'avoir un objectif qui soit plus grand que soi. Parce qu'en tant qu'athlète, on est beaucoup centré sur moi, faut que je gagne, faut que j'ai la médaille, faut que j'ai ci, faut que la France, elle brille. Et qu'est-ce que je fais pour la société? Comment je rends? On peut donner de son temps, on peut donner de son énergie, on peut donner de ses finances. Et on peut aussi créer des associations pour pouvoir continuer de transmettre d'une manière ou d'une autre. On a tous notre façon de pouvoir transmettre, partager, etc. Moi, j'essaie de m'impliquer dans plusieurs associations. Si je vois que la cause, elle me touche, que je la trouve intéressante, si je peux donner de mon image de marque, si je peux prêter mon image de marque pour donner un peu plus de visibilité à l'événement, avec grand plaisir. Si je peux être présente, c'est encore mieux. Si je peux faire un don d'une lame, d'un patin ou de quoi que ce soit qui puisse aider pour une vente aux enchères, par exemple, avec grand plaisir. Donc, j'essaie de m'impliquer de plusieurs manières possibles et ça me permet aussi de rester humble. Parce que, en tant qu'athlète, encore une fois, on vit des choses incroyables, on voyage à travers le monde, on fait des choses de dingue et on vit un peu dans cette bulle dorée et des fois, faut revenir sur connecter, tête. Ouais. Exactement. Faut se dire, ok, mais c'est pas que ça la vie. Genre, la vraie vie, c'est ça, c'est la vie en communauté, c'est le partage, c'est être tous ensemble. Et je trouve que quand on s'investit dans l'associatif, ça nous permet de nous reconnecter aussi et de se rendre compte de la réalité. Parce qu'on peut être dans une réalité qui soit un peu parallèle des fois. Alors, tu travailles avec combien d'associations aujourd'hui? J'ai travaillé avec beaucoup d'associations. Je pense que 5, 6, je sais plus exactement. Mais dès que je sais que la cause, elle me parle et que j'ai un point de connexion, on fait un truc ensemble. Ok. Bon, du coup, on a fait un panorama de ton actualité. Que ce soit sportif, professionnel, dans lequel j'encadre le privé et le public, et l'associatif et l'entreprise. Maintenant, on va s'attaquer à ce qui arrive devant toi. Alors, tu nous as donné tout à l'heure un point qui est important en nous parlant des Jeux Olympiques 2026. Ouais. Il faut que tu nous en parles un peu plus de tout ça. Peut-être que toi, tu as une première question à poser à Maë. Ah oui, en effet. En tant que patineuse, l'art du patin à glace évoluera en harmonie. Et qu'est-ce qui te captivera et surtout inspirera à l'avenir? Ce qui va m'inspirer, me captiver pour l'avenir, c'est de transmettre des messages par le biais de mon art. Parce que le patinage, on a la chance de pouvoir s'exprimer pendant 2 minutes 50 ou 4 minutes sur des musiques de notre choix, sur des thèmes de notre choix. Et par exemple, l'année dernière, j'ai patiné sur They Don't Really Care About Us de Michael Jackson, en référence à George Floyd, tout ce qui s'est passé, les violences qui sont faites contre les Noirs et les minorités. Et je voulais utiliser ma plateforme pour faire écho à quelque chose qui me tient personnellement à cœur. Et je trouve que c'est beau de pouvoir utiliser son sport
en sachant qu'on a quand même la chance qu'il soit pas mal visible à travers le monde, pour transmettre un message qui soit fort et encore plus grand que ce que je ne suis, mais qui traduit les valeurs que je veux transmettre. Donc, pour ces 2 prochaines saisons, je veux vraiment pouvoir développer des programmes qui vont à la fois me permettre de danser, de bien m'exprimer sur la glace, mais aussi de partager des messages qui soient forts. Ce sera peut-être pas aussi fort dans le fond, mais quelque chose qui va impacter les gens et dont ils vont se souvenir et qui va marquer les esprits. Donc c'est un peu dans cet objectif-là que je suis pour les 2 saisons à venir. De beaux objectifs. Merci. Et ensuite, du coup, quel est ton objectif pour les Jeux Olympiques 2026? On vise la médaille, la plus belle médaille. C'est l'objectif. Est-ce que c'est fou? Oui. Est-ce que c'est impossible? Rien n'est impossible. Qui ne tente rien n'a rien, en vrai. Donc, on se fixe l'objectif et après, on a mis un plan d'action en place et on verra comment ça se déroule. Des nouveaux... donc là, c'est très... pour les Jeux Olympiques, donc t'as ta feuille de route sportive, ta préparation physique, mentale qui est définie, avec des points d'étape, des check-up avec tes coachs. C'est comme ça que tu travailles? Exactement. En fait, je me suis rendu compte que finalement, être athlète, c'est être un peu le CEO de sa carrière. Et sauf que ce qui manque encore, c'est qu'on nous prépare d'une saison à l'autre. Moi, je dis, moi, je veux me préparer en termes de cycle olympique. Je veux pas me préparer d'une saison à l'autre. Ça n'a pas de sens. Alors que là, si mon objectif, c'est d'avoir une médaille en 2026, donc en 2025, je sais qu'il faut que je sois à tel niveau. Donc en 2024, il aurait fallu que je sois là. Et là, ça fait beaucoup plus de sens. Et ça veut dire que, du coup, peut-être les objectifs seront plus relevés pour chaque saison, mais au moins, j'ai un point d'ancrage précis et je sais où je vais. Et du coup, c'est un peu comme ça que j'évolue. C'est un peu comme ça que j'ai constitué ma feuille de route. Forcément, elle a changé parce qu'une feuille de route, c'est bien, mais c'est pas la réalité, c'est pas le concret. Mais au moins, il y a toujours ce fil rouge et ce fil conducteur qui me permettent de garder le cap sur l'objectif final. Ça m'intéresse beaucoup parce que, tu vois, moi, je fais toujours le parallèle entre un athlète de haut niveau et un étudiant qui a ses partiels de fin d'études et son mémoire de fin d'études à restituer en Master 2 et qui a des points d'étape. Ça peut être des partiels, des examens intermédiaires, des rencontres avec des sportifs inspirants, des conférenciers, des challenges pédagogiques qui vont en fait finalement rythmer et créer un processus finalement de montée en puissance. Et pour cela, tous les cours, toutes les rencontres font partie. Et je fais tout le temps le parallèle avec ça. Et ça me fait sourire ton anecdote parce qu'en fait, elle est très vraie. Je pense que aujourd'hui, on ne peut pas se baser pour la performance d'une vision à 6 mois. Ça n'a pas de sens. Il faut toujours voir un peu plus loin et ne pas manquer d'ambition. Et ça, c'est génial. D'ailleurs, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des étudiants en école de commerce qui étudient les métiers du sport? Voilà, si tu devais t'adresser à eux, tu avais 2-3 phrases à leur dire pour leur dire quel conseil tu leur donnerais? Ayez le sens de l'observation. Sachez observer un peu ce qui se passe. Mais essayez d'être un peu créatif dans la façon dont vous observez parce que on peut apprendre de toutes les situations, de tous les sports et de tout ce qui se passe, de toute l'actualité qui est autour de nous. Donc, ayez cette ouverture d'esprit. Ne soyez pas focus juste sur votre truc ou votre spécialité ou ce que vous voulez faire parce que on peut apprendre tellement de toutes les situations, de toutes les choses et se forger sa propre pédagogie, façon de faire finalement, façon d'évoluer, de faire progresser aussi les athlètes. Mais soyez curieux, soyez créatifs et si outside of the box. Faut pas avoir un mindset fermé, mais un mindset de progression. Curiosité, ouverture d'esprit. Exactement. Observation. Ouais. Et aller voir aussi ce qui se passe un peu à l'étranger. Ouais, c'est ça. Pas rester que sur la mentalité française ou européenne, mais voir ce que font les autres cultures. Et je parle pas que des États-Unis. Aller voir en Asie, aller voir en Afrique. Il y a toujours quelque chose à prendre. Et ça va peut-être être un déclic aussi pour vous. Vous dire, ok, je connecte vraiment avec cette méthodologie. Je vois comment je pourrais l'intégrer à ce qu'on nous a appris ici. Ou cet intervenant, il m'a dit ça et j'ai vu que là-bas, il se passe ça. Vraiment, il y a toujours... soyez toujours dans ce processus d'acculturation. Exactement. Voilà. Exactement. Ouais, moi, ça me fait toujours penser à cette phrase de Peter Drucker qui disait la culture mange la stratégie au petit-déj. Ouais. Pour moi, c'est d'une véracité incroyable. Être curieux, découvrir, apprendre, maîtriser. Ouais. Et après, grâce à cette maîtrise, on arrive à trouver des solutions toutes les problématiques. Exactement. Et surtout, n'ayez pas peur de poser des questions. Même si elles ont l'air bêtes,
une fois que tu auras posé la question, tu seras moins bête. Parce que du coup, tu auras la réponse à ta question. Donc, moi, c'est un truc, je sais que j'ai eu beaucoup de mal. Parce que je me suis dit, non, ma question est trop bête. Je peux pas la poser. Non, mais vraiment, on s'en fout. Pose ta question. Au pire, tout le monde rigolera pendant 5 minutes. Et tout le monde s'en souviendra au moins de cette réponse. Mais ouais, ça fait partie de la curiosité de toutes les façons. Dernière petite question, si je te voyais au début de ta carrière, là, on revoit la petite Maë au glaçon 1, 5 ans, avec papa et maman dans les gradins de la patinoire, c'est quoi le conseil que tu te donnerais? Reste toi-même, cultive cette passion, continue à prendre du plaisir et prends ça comme un jeu. Parce que finalement, c'est qu'un jeu. Et au bout d'un moment, quand il y a trop d'objectifs, on commence à voir les médailles, on se dit les titres, etc. On oublie que la passion, pourquoi on a commencé. Et s'il y a un conseil que je peux donner à toutes les personnes qui vont manager des athlètes ou quoi, c'est de toujours leur rappeler que, avant tout, c'est de la passion. Cultivez cette flamme qui est en eux et apprenez à lire la personne aussi. Parce que ça, c'est très important pour l'accompagner. Des fois, on peut être énervé ou on va être émotif. Nous-mêmes, on va pas comprendre pourquoi. Mais si on est accompagné d'une personne qui arrive à nous lire, qui arrive à nous comprendre et à nous cerner et qui sait nous parler dans le langage dans lequel on a besoin d'être parlé, ça va faire vous allez débloquer des potentiels de fou. Et c'est ce que j'ai envie de me dire à moi-même. Reste toi-même, hein. Sois folle, sois pleine de vie, d'énergie, danse. Je pense que danse, ça doit être le mot de la fin. Merci beaucoup de m'avoir accompagné sur le podcast, Flavie. Et merci beaucoup d'avoir été disponible et de ta générosité à l'association des étudiants. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci à notre invité de s'être livré à notre micro et de nous avoir partagé son expérience. Pour être sûr de ne pas passer à côté des prochains épisodes, abonnez-vous à notre podcast. Et si ça vous tente de nous rencontrer, passez nous voir à l'école. Le SG Sport est présente à Paris, Aix, Bordeaux, Lyon, Montpellier, Toulouse et Biarritz. À très vite.